Donc, Yanis, Mahil, Ijtihad collectif et droit musulman contemporain. Et bien sûr, on va accélérer la vitesse. Et les gars qui accélèrent la vitesse quand ils nous regardent, il ne faut pas faire ça. Il faut nous regarder en temps normal. Sinon, ça va faire x5. Donc voilà. Donc non, n'accélérez pas. Pour un nouvel entretien qui portera sur l'essentielle question de l'Ijtihad et en particulier de l'Ijtihad collectif. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yannis Maïl. Très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et islamologue, docteur en droit et islamologie. Vous avez soutenu une thèse sur l'évolution de l'herméneutique du droit musulman contemporain. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Ijtihad collectif, l'évolution du droit musulman, publié aux éditions El Bourak et préfacé par l'islamologue américain Bernard Freeman. Alors, Yannis Maïl, avant de parler de l'Ijtihad collectif, il faut évidemment commencer par définir ce qu'est l'Ijtihad. Est-ce que vous pouvez nous proposer une définition claire et succincte de ce qu'est cette notion de l'Ijtihad? D'accord, alors déjà, Déjà, dans la phase de construction du droit musulman, Ouais. tu vois, déjà, ça commence bien. Avant de commencer, hein, il faut définir l'ijtihad. La première chose à faire. Bah oui. Très bien, Bah oui, excellent. démarrer sans définition. Contrairement à ce que Mamar a fait, qui n'a pas réussi à définir à la fois. Merci. Merci à Yanis. les auteurs classiques se sont inspirés d'une notion issue des sources scripturaires, principalement de la sunna, de certains hadiths, qui renvoient à l'idée d'effort, de réflexion, d'interprétation, dans l'optique d'extraire des règles juridiques à partir des sources, c'est-à-dire du Coran et de la sunna. Donc ça, c'est en général la définition qu'on retrouve, c'est-à-dire c'est l'effort exercé par le mujtahid, c'est-à-dire le juriste habilité à pratiquer l'ijtihad, pour extraire des normes à partir des sources scripturaires. Et c'est vraiment l'ijtihad, le principe qui permet au droit musulman d'évoluer en fonction des changements spatio-temporels. C'est pour ça, par exemple, que le savant, l'intellectuel musulman indo-pakistanais Mohamed Iqbal définissait l'ijtihad comme le principe de mouvement dans la structure de l'islam. Et donc là, c'est une définition technique de l'ijtihad, puisque le terme a une portée plus générale à la base, mais l'usage a fait qu'il a pris ce sens technique, c'est-à-dire ce sens jurisprudentiel, ce sens de l'effort juridique, en matière juridique. Tout à fait. Alors, vous savez, souvent dans les livres de droit musulman ou d'autres sciences islamiques, on distingue entre le sens linguistique et le sens scientifique. Istilahan ou lughatan en arabe. Donc, il y a souvent des mots qui peuvent avoir un sens au niveau de la langue arabe, qui peut être plus large ou pas, et qui n'ont qu'un sens plus technique dans la terminologie scientifique. C'est le cas même du mot fiqh, qu'on traduit en français par droit musulman. En arabe, ça signifie la compréhension profonde, donc c'est un terme général, et le terme est devenu synonyme de droit musulman sur le plan de la terminologie scientifique dans les sciences islamiques. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour exercer l'ijtihad? Alors ça, je dirais, je vais aborder ça en tant que chercheur, en tant qu'islamologue, sous deux angles. Il y a l'angle pratique de la réalité que j'observe et de ses évolutions, et il y a l'angle de la théorie selon l'ordre musulman au moins classique. Selon l'ordre musulman classique, il y a des critères assez stricts, cognitifs, moraux, en disant que la personne doit connaître le Coran, les hadiths, doit elle-même être pieuse, etc. Chartibi ajoutait par exemple qu'il doit connaître les maqasid de sharia, les objectifs de la loi, pour être habilité à pratiquer l'ijtihad. Après, dans les faits, c'est un phénomène que j'évoque un peu dans mon ouvrage et que j'avais aussi évoqué dans ma thèse de doctorat, c'est que dans les faits, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont intégrés au processus d'ijtihad de fait, ce que j'appelle... T'as vu, très très sombre, mec. Il faut connaître les maqasid sharia avant de pouvoir faire l'ijtihad, mec. Moi, je n'ai vu aucun apostat parler de maqasid de sharia. Voilà, à part William Louis. Peut-être à part William Louis. Oui. Voilà. Mais le problème, tu vois, c'est que lorsque certaines personnes essayent de monter le niveau comme William, parce que ce sont des gens justement qui ont étudié, ils vont te dire, ce sont des gens sous taqiyya, ou ils ont encore sunnite. Nul. Merdique, mec, merdique. Il faut être honnête. Donc les gars, s'il vous plaît, laissez-nous monter le niveau et arrêtez de nous traîner en arrière. Donc tous les idiots qui nous disent, voilà les gars, vous chipotez, nous ne chipotons pas. Nous sommes en train de considérer l'idéologie pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle n'est pas. On continue. L'ijtihad de fait. Les États musulmans, aujourd'hui, pratiquent de fait une forme d'ijtihad. Donc les juristes ou les savants musulmans mujtahidou n'ont plus le monopole de l'ijtihad. Des acteurs de la société... donc les mujtahidou n'ont plus le monopole de l'ijtihad, les gars. C'est fini. L'époque où tu as des savants comme ça, des Ibn Qayyim al-Jawzi, des Nawawi, c'est fini cette époque. On n'est plus au Moyen-Âge, les gars. Il faut se mettre à jour, il faut se mettre à la page. Maintenant, c'est les États qui font l'ijtihad. Civils, parfois, de fait, sont intégrés au processus. Des experts ou érudits en sciences profanes, médecine, économie et sciences humaines, sont aussi intégrés au processus d'ijtihad. Des intellectuels qui ne répondent pas aux critères cognitifs et moraux classiques de l'ijtihad, de fait aussi, participent à une forme ou une autre d'ijtihad. Parfois, ça peut être les tribunaux, ça peut être des juges civils, dans le cadre on y reviendra de l'ijtihad étatique, ce que j'appelle l'ijtihad étatique. Donc aujourd'hui, on a une notion qui a été très élargie avec une revendication directe ou indirecte de l'ijtihad, mais de fait, moi, je le considère comme une forme d'ijtihad. Alors, quelle est la différence entre la sharia et le fiqh, finalement, pour bien comprendre ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre? Alors, c'est une grande question parce que les deux termes renvoient à l'idée de droit musulman. Si on revient
au droit musulman classique et comme contemporain, je dirais que la distinction, elle est dans l'idée de dire qu'il y a deux compréhensions possibles. Il y a l'idée de dire que la sharia, c'est la loi islamique au sens absolu, dans son idéal absolu, et que le fiqh sera une tentative humaine par les juristes musulmans de comprendre cette sharia et de l'appliquer à un contexte pratique. Donc la sharia a cette dimension absolue, idéale, alors que le fiqh a cette dimension contingente et plus pratique, liée aux circonstances et liée aussi à l'interprétation du juriste. On a une autre distinction possible, c'est aussi de dire que Donc voilà, donc le fiqh, les gars, c'est contingent, donc c'est circonstanciel. Faut arrêter de croire que ça bouge pas, faut arrêter de croire que c'est pas flexible, faut arrêter de croire que c'est figé dans le temps. Non, ce n'est pas figé dans le temps, justement. Parce que le fiqh est est une réflexion donc personnelle ou collective qui prend en compte des circonstances spatio-temporelles. en fait, la sharia, c'est l'ensemble des principes absolus, donc le qat'iyat, ou thubut, dans le droit musulman, alors que le fiqh, ça sera donc al-furu', les questions secondaires, al-dhanniyat, les questions ouvertes à l'interprétation. Et donc, encore une fois, une distinction entre la part d'absolu du droit musulman et la part relative. Mais ensuite, il y a des débats sur ce sujet, il y a beaucoup d'autres interprétations possibles. Alors, venons-en maintenant au sujet qui constitue votre ouvrage, qui est l'ijtihad collectif. Donc, on a compris ce qu'était l'ijtihad donc au sens juridique, hein, on reste de toute façon au sens juridique. Simplement, ce qu'on comprend implicitement, c'est que cet ijtihad était individuel au cours des siècles de l'âge classique, de l'islam classique, et progressivement s'est mis en place l'usage. Alors, en réalité, ça, on fait remonter assez loin, mais disons qu'un usage a commencé à s'organiser. Oui, Tu peux juste remettre là qu'on lit là vite fait s'il avait mis dans sa page? ah, vas-y. Non, avant. Ah, y a pas, mec, je vois pas trop Si, ça. juste après en fait, c'était la page, c'était la seconde d'avant. Là, tu l'as dépassé, il faut revenir, faut avancer, je veux dire. Ça, c'était où là? Il y a La ça, ouais? il y a pas, il y a que cette page. Attends, Qui était l'ijtihad donc au sens juridique, hein, on reste de toute façon au ah, sens. Ah c'est là, ça. tu vois? OK. Ah là, c'était le chapitre 3, finalité, enjeu, ijtihad collectif et ijma'. Aïe, aïe, aïe. Raison d'être et finalité de l'ijtihad collectif. Si l'ijtihad individuel était consacré historiquement comme le cadre herméneutique du droit musulman, pourquoi alors développer de nouveaux mécanismes en rupture avec la pratique classique? Ah, très, très sombre, avec une question très, très sombre. En quoi l'ijtihad collectif serait-il un besoin de notre époque? Ben oui, c'est une question légitime en vrai. Oui, bien sûr. Et comme il y en a, ils vont rétorquer, voilà, nous, on suit les salafs, tout ça, la compréhension des prédécesseurs, etc. Et le gars, il te dit non, 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 non. Il faut développer un nouveau mécanisme en rupture avec la pratique classique. Alors, pour les partisans de l'ijtihad collectif, sa raison d'être, en premier lieu, la même que celle de l'ijtihad individuel classique, à savoir répondre aux besoins de notre temps et aux défis de l'époque contemporaine. Hassan Hassan dit à ce propos que l'ijtihad collectif a été créé par les juristes contemporains pour faire face à de nouvelles problématiques très complexes. En effet, l'évolution humaine, sociologique, scientifique, technologique et économique amène sans cesse de nouvelles problématiques qui ne trouvent de réponse ni dans les sources scripturaires ni dans la jurisprudence classique. Il s'agit de nouveaux cas qui doivent faire l'objet d'une réflexion pour aboutir à des réponses juridiques contemporaines fidèles aux objectifs et à l'esprit de l'islam. Certains jurisconsultes parlent de nawazil ou waqi'a pour désigner les. Et bon, après, je sais pas, c'est c'est une autre page. Mais voilà, très très Sens juridique. sombre, Régulus, tu vois, il te dit, bien sûr, si on, comme je pense que ça va être sur les sujets de Bitcoin, ce genre de sujet, ça n'existait pas à l'époque. Internet, tout ça, tout ça. Donc les mecs, ils devaient répondre, puisque a priori, ils ont réponse à tout et n'importe quoi. Parce que Exactement. justement, et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est grâce aux juristes qui ont fait du fiqh spéculatif. Exact. Comme Ibn Hanbal, par exemple, tout à fait. Simplement, ce qu'on comprend implicitement, c'est que cet ijtihad Ah, voilà. Donc, on va lire un peu le chapitre 4, les prémices pratiques de l'ijtihad collectif. La Majalat al-Ahkam al-Aliyya dans l'Empire ottoman. Et Nahdatul Ulama en Indonésie. Le Code civil islamique et égyptien de 1949. L'ijtihad étatique et l'ijtihad collectif. Ensuite, les mécanismes de l'ijtihad collectif, la méthodologie herméneutique, l'institution de l'ijtihad collectif, comité de fiqh et de fatwa, donc comité de fiqh internationaux, comité de fiqh nationaux, comité de fiqh pour les musulmans minoritaires d'Occident, rôle de ces comités. Eh oui, eh oui. Ah, Bouéja, sharia de minorité.
Sharia Ah, de des minorité. minorités. Mais c'est pas parce que tu es en minorité, hein, que tu ne constitues pas une majorité. On avait vu ça hein, dans le licite et l'illicite. Tout à fait, tout à fait. Le cas de Dal Ifta al-Misriya en Égypte. L'Académie internationale du fiqh islamique, rattachée à l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, voilà. Cas de fatwa produite par les comités internationaux de fiqh et limite de l'ijtihad collectif. Voilà, donc un ouvrage bien chargé. était individuelle au cours des siècles de l'âge classique, de l'islam classique. Et progressivement, s'est mis en place l'usage. Alors en réalité, ça, on fait remonter assez loin, mais disons qu'un usage a commencé à s'organiser, à s'institutionnaliser pour donner naissance à ce qu'on appelle l'ijtihad collectif. Donc peut-être vous laissez définir qu'est-ce qu'un ijtihad collectif. Alors, la définition générale part de l'ijtihad traditionnel et lui ajoute fondamentalement, dans le processus d'ijtihad et d'élaboration de la normativité musulmane, des nouvelles normes, la dimension collégiale et collective sur le plan méthodologique. Ouais, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que pour moi, c'était un cas d'étude dans le cadre d'une réflexion plus large sur comment le cadre herméneutique du droit musulman et comment les méthodes d'interprétation ont évolué à l'époque contemporaine. Pour moi, l'ijtihad collectif est un exemple parmi d'autres de cette évolution, au sens où historiquement, comme vous l'avez rappelé, l'ijtihad était individuel, et on a eu à l'époque contemporaine le développement d'un ijtihad collectif, ce qui est de fait une évolution, une modification du paradigme qui n'est pas négligeable dans le processus. Surtout quand on sait qu'on parle de questions religieuses, d'interprétation de la religion. La religion a, pour ceux qui adhèrent, une dimension sacrée. Ah, Donc, Boja, ce n'est pas une question. tu vois, on est dans un nouveau paradigme. Donc, il y a des gens qui réfléchissent hein, dans l'ancien paradigme, qui sont à côté de la plaque, mec. À côté de la plaque. Ouais. Il va falloir se mettre à jour, comme j'ai dit tout à l'heure. Le paradigme est nouveau, donc il faut s'adapter et changer. Secondaire. Donc moi, j'ai voulu analyser cela et j'ai identifié ce que j'ai appelé les prémices de l'ijtihad collectif à partir de la fin du 19e siècle, notamment avec, dans le contexte des Tanzimat, à la fin de l'Empire ottoman, la codification du droit musulman qu'on a appelée la Majalleh, donc la création d'un code civil selon la forme occidentale moderne, mais s'inspirant du droit musulman, en l'occurrence hanafite, pour le cas de la Majalleh. Et il se trouve que sous la direction d'un homme qui s'appelait Jevdet Pacha, ça a été un processus collectif. Donc certains auteurs ont identifié ça comme le début de l'ijtihad collectif. Moi, je les considère comme un prémisse parce qu'ils ne se revendiquaient pas directement de cette notion. Ensuite, il y avait un autre. T'as vu, il a dit, il parle du hanafisme. Et qu'est-ce qu'on avait vu avec notre tir, hein, Sahib bin Shir, il avait dit que le mu'tazisme et le hanafisme laissaient plus de place à la réflexion personnelle hein, Oui. et restreignaient la base textuelle, scripturaire. C'est ça, exactement. C'est pour ça que les Hanafites à la base étaient appelés Ahl al-Ra'i, les gens de l'opinion, contrairement aux Shafi'ites et aux Hanabila et aux Malikites qui étaient appelés Ahl al-Hadith. Donc comme tu dis, qui étaient les gens qui se basaient justement sur la lettre, voilà, sur l'Athar, sur les transmissions, les narrations, les récits. Un auteur qui s'appelait assyrien, qui s'appelait Rafiq Bey, début du XXe siècle, qui parlait de Qada al-Fard wa Qada al-Jama'a, donc de l'exercice judiciaire, on va dire, individuel et collectif. Donc il me semble, la première fois que l'idée de d'ijtihad collectif était mentionnée. Certains ont promu l'ijtihad collectif sans nécessairement utiliser le terme. C'est le cas de Mohamed Iqbal. De fait, il disait que la seule façon de répondre aux énormes défis de l'époque contemporaine, c'était de développer un ijtihad collectif. Notamment, lui, il parlait du rôle des parlements musulmans dans cette production-là. Même si Mohamed Iqbal voyait aussi les limites d'une telle entreprise en disant mais le problème c'est que tous les membres de ce parlement-là ne seront pas connaisseurs des subtilités du droit musulman. Donc il faisait la promotion de quelque chose. T'as Oldipi là qui dit mais ça change quoi au final en ce qui concerne le texte coranique explicite et les hadiths. Mais encore une fois, c'est comment tu définis explicite. Les mecs qui te disent que pour eux c'est pas explicite en fait, tout simplement. C'est ça. Donc c'est donné, c'est pas oui, c'est idéologique tout ça, bien sûr que tu peux prendre un texte, tu peux toujours le prendre au sens littéral. Mais encore une fois, pourquoi on accepte pour certaines personnes hein, qui puissent réinterpréter leur texte et revoir à une certaine sauce hein, et pas à d'autres? C'est ça la question. Et bien sûr, c'est pas l'apanage des alaïstes que de dire oui, ceci, ça veut pas dire cela, ou de ne pas prendre la lettre, le texte au pied de la lettre, bien sûr. Mais ce qu'on dit, hein, c'est que dans le sunnisme, même, tout le monde n'a pas pris les choses au pied de la lettre, tout simplement. Et si vous voulez pas comprendre ça, on peut rien faire pour vous. Donc si vous voulez jouer les littéralistes comme les Dahirites, comme Ibn Hazm, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'une façon d'approcher le texte parmi tant d'autres, au sein même du sunnisme, que vous le vouliez ou non. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, ça va rien changer en fait. Donc, soit avec les littéralistes et laissez-nous être avec les réformistes et laissez-nous avancer. Parce que nous voulons avancer. Nous ne voulons plus rester stagnants et stagnés dans le XIVe siècle. En vrai intellectuel, tout en analysant ses potentielles limites. Et lui-même affirmait, sur la base certainement des sources qui étaient à sa disposition, que bien que l'ijtihad historique était individuel,
il avait été collectif dans les débuts de l'islam, et pour des raisons politiques, il aurait été rendu individuel par certaines autorités califales, omeyyades, voilà, pour des raisons de contrôle, enfin des raisons très politiques. Donc ça, je cite simplement Mohamed Iqbal. D'autres auteurs ont promu l'ijtihad collectif, comme Tahar Ben Achour, par exemple, le savant tunisien. Et ensuite, certains ont voulu, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, non seulement le promouvoir, mais le théoriser et le justifier. Donc pour le justifier, ils l'ont associé au principe de shura, de concertation, de débat. Ils ont affirmé que face à la complexité de la modernité, seule la mutualisation des connaissances individuelles pouvait permettre de se rapprocher de la vérité. Donc là, on a des écrits, par exemple, de D'ailleurs, Aboujan, de Wahab Zuhaili, nous, on n'est pas en train de dire que telle approche est vraie ou telle approche est fausse. Les gens qui pensent comme ça sont vraiment stupides. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on dit seulement, c'est que, voilà, telle approche, comme le gars, il a dit, en fait, c'est poser une question. Comment le droit, la normativité a évolué, notamment à l'époque contemporaine, tout simplement. Nous, ça nous intéresse. On s'intéresse au sujet. Voilà, comment ça a évolué. Il est en train de nous dire, voilà, il y a des gens, ils t'expliquent qu'en fait, dans les débuts, mais c'était d'une manière collégiale, mais il y avait les Omeyyades et ceci, cela. Ok, moi, l'expliquer, sa vision des choses. Il y a des gens qui vont le suivre. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire face à ces gens, justement, qui te disent que l'ijtihad était collectif? Parce que c'est comme ça que ça avance. C'est comme ça que des mecs comme Qaradawi sont des références. Sharia de minorité. C'est ça. L'ancien recteur de l'Azhar dans les années 50, Mahmoud Chaltout, qui ont défendu cette idée d'ijtihad collectif avec ce type d'argument. Plus récemment, des auteurs comme l'islamologue Mohamed Hashim Kamali, professeur en Malaisie, qui a aussi fait la promotion de l'ijtihad collectif à partir de ce type d'argument. Et dans la théorisation aussi, il y avait, c'est ce que disait par exemple Abdel Wahab Khalaf, savant musulman contemporain, ils associaient ça en disant qu'il y aurait eu, selon leurs sources, des ijtihad collectifs dans les débuts de l'islam, à l'époque d'Abu Bakr, Omar, etc. Donc ça, c'était les arguments. Et on a associé ça aussi à la notion d'ijma. Donc l'ijma, c'était de fait le résultat d'un ijtihad collectif, ou en tout cas d'ijtihad individuel mutualisé. Alors on reviendra sur cette notion d'ijma. Avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement, comment s'organise concrètement l'ijtihad collectif? Parce que là, vous avez donné des aspects, mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans quel cadre institutionnel s'exerce l'ijtihad collectif? Comment cela s'organise-t-il concrètement? Qui y participe? Quel type de questions? Alors peut-être nous donner des exemples d'un type de question juridique qui peut être étudié par cette assemblée, et comment ensuite l'avis collectif émerge-t-il finalement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce qu'il y a des divergences? Voilà, est-ce que vous pouvez approfondir cette question? Ouais, alors je vais y revenir. Donc moi j'ai un chapitre dans le livre que j'appelle l'institutionnalisation de l'ijtihad collectif, qui s'est faite principalement à partir des années 60, avec le premier comité de fiqh, donc qui était né au Caire, dans un contexte national, mais qui avait aussi une vocation internationale. Et cela faisait suite à des appels théoriques dès le début du XXe siècle à justement la constitution de fait d'un ijtihad collectif à travers des congrès musulmans internationaux. C'est notamment ce qu'avait appelé de ses voeux l'intellectuel musulman russe tatar Ismail Gaplinsky, qui avait appelé à la formation d'un congrès musulman universel, et un commentateur égyptien qui avait analysé la question du congrès musulman universel disait Abouja, on pourrait arriver à, on y reviendra. t'as vu, les Tatars sont impliqués. Tu vois, ça me fait penser à Oui, Altaparo. oui. Voilà, ce sont des gens comme ça qui vont venir faire la badia, mec. Ils vont venir tout révolutionner. C'est ça, c'est ça. Il suffit d'une personne pour tout changer. Bravo. Plus tard, à un ijma contemporain, avec la notion ijma sukuti, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a un consensus. Donc voilà les gars, donc arrêtez de vivre dans les ijmas du XIIIe siècle, du XIIe siècle, du Xe siècle, du XVe siècle. Il y a des ijmas contemporains, il y a des consensus contemporains, issus d'un ijtihad collectif. Et ce sont des ijmas sukuti. D'une majorité et s'il y a le silence des autres, en disant que l'avis minoritaire qui émergerait de ce congrès devrait simplement être considéré comme restant sous silence. Et donc, on pourrait donc à la fin considérer la décision du congrès musulman universel comme ayant le statut d'ijma au sens du droit musulman. L'intellectuel musulman syrien, Abdelrahman al-Kawakibi. Voilà, donc si t'es minoritaire, ben tu restes sous silence. Comme ça, on arrivera à un consensus. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, les frères. On ne va pas s'en sortir. Donc, si tu as un avis minoritaire, tu restes sous silence. Chut, tais-toi. Comme ça, on arrivera à créer un consensus. Un consensus. Merci, merci, merci. Ya Rabak. Et là, tu vois, Kawakibi, mec. Voilà. Qui parle de Kawakibi. Moi, je peux vous dire que Mohamed Bajrafil a parlé de Kawakibi. Mais vous, est-ce que vous parlez de Kawakibi? C'est ça la question. Aucun apostat ne parle de Kawakibi. Personne, personne. Voilà. Il s'intéresse toujours à des choses secondaires, aux branches, aux furu'. Vous ne voulez pas revenir au usul.
ce type de congrès. Et ensuite, ils se sont institutionnalisés soit au niveau national. Beaucoup de pays ont leur propre comité national qui pratique un ijtihad collectif, en Égypte, au Maroc. Qui les met en place? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que ce sont je sais pas, des groupes de savants, de juristes? Alors vous avez les deux cas de figure. Parfois c'est structuré par l'État, dans l'idée d'avoir un certain ordre et une certaine verticalité. Et vous avez aussi parfois des organisations de savants musulmans au niveau de la société civile qui vont créer ce type de structure, ce qui existe aussi. Et on a une des structures sur laquelle j'insiste beaucoup, qui pour moi est la plus importante au niveau international, qui est l'Académie internationale de fiqh islamique, le Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Douali, qui a été créée dans les années. Qui connaissait l'Académie internationale du fiqh islamique? Maintenant, vous la connaissez. منظمة التعاون الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. Voilà, en arabe. Merci. Merci. Ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc, c'est un organisme scientifique international et un organe subsidiaire de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Abouja. Oui. Là, il y a Nana Nature qui dit je ne suis pas d'accord, ce qui est écrit. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on dit. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, comprenez ce qu'on est en train de vous dire. Vous dites on attaque le sunnisme. Mais comme on a vu dans le live avec le mec là de l'OTAN, qui a écrit l'approche militaire, il a dit il faut bien définir l'ennemi. Si vous dites